péninsule gaspésienne au Québec. Un diamant nordique au cœur des littoraux de l'Est du Canada. Des limites nord du golfe du Saint-Laurent marquées par l'industrie, au paysage extraordinaire du sud gaspésien. Un nouvel écrin sur un littoral d'exception. Une côte chargée d'histoire. L'une des seules zones de combat canadiennes de la Seconde Guerre mondiale. C'est ici que les Canadiens ont subi les premières pertes de la guerre mondiale. Des traditions irlandaises préservées par l'isolement des villages gaspésiens. Quand j'ai emménagé ici, je ne connaissais pas la culture irlandaise. J'ai découvert que les gens qui vivent ici descendent directement des premiers immigrants irlandais, ceux qui sont arrivés à Gaspé. Surplombant le golfe du Saint-Laurent, le plus haut phare du Canada est un trésor à découvrir. C'est un symbole très important pour la Gaspésie, en particulier pour les habitants du Cap-des-Rosiers. Les locaux sont très fiers de leur phare. Embarqué pour une épopée au cœur du littoral. Un survol aérien, des vestiges du passé, des vertiges du présent et de l'abîme du futur. Laissez-vous porter par le Canada-Rama. Au-dessus de la côte du Bas-Saint-Laurent, de riches terres agricoles s'étendent à perte de vue. Il y a des siècles, ces terres fertiles attirèrent les premiers colons européens sur ce nouveau monde. Aujourd'hui, cette tradition perdure sur l'un des plus beaux littoraux du monde. Rimouski apparaît à l'horizon. Fondé en 1696, ce port existe depuis des siècles. La pêche fut son activité principale, jusqu'à ce qu'il se propulse en tête de la recherche océanographique. Située à l'extrême est du centre du Canada, la ville compte plus de 40 000 habitants. Son phare est la meilleure représentation qu'on puisse faire de son passé maritime. Le phare de Pointe-au-Père. Ses 100 pieds de haut en font le second plus grand phare de tout l'Est du Canada. Il marque aussi l'endroit où eut lieu le plus grand naufrage de l'histoire de la marine canadienne. L'Empress of Ireland coula le 29 mai 1914. Plus de 1000 personnes périrent ce jour-là.
village de Baie des Sables. Nous quittons la côte pour entrer dans les terres et admirer le plus grand site de production d'énergie verte du Québec. Il s'agit du parc éolien de Baie des Sables. Il est doté de 73 éoliennes de plus de 100 mètres de haut. Réparties sur 5200 hectares de terres côtières, elles alimentent plus de 21 000 foyers québécois. Nous retournons sur le littoral en direction du nord-est. Nous découvrons les villes les plus belles et les plus industrielles du Saint-Laurent. Le village de Matane apparaît. L'étang aux castors, d'après le terme Micmac, marque l'embouchure de la rivière Matane dans le Saint-Laurent. Les Européens y ont développé l'industrie du saumon et de la crevette dès le XVe siècle. Matane est un relais incontournable de l'industrie éolienne. On y fabrique les pièces en atelier pour entretenir les parcs environnants. La ville de Les Méchins est connue pour son chantier naval. Il y a 50 ans, un capitaine français créait cette cale sèche de 130 mètres. Des générations de bateaux se sont succédés sur ce chantier depuis lors, sur l'estuaire du Saint-Laurent, à mi-chemin entre Montréal et Halifax. Le paysage défile lentement sous nos yeux, de la côte rocheuse de Rimouski au village de Les Méchins. Nous continuons sur notre lancée, sur cette péninsule gaspésienne, sauvage et reculée. Au loin se découpe le village de Cap-Chat. Plus de 3000 personnes l'habitent. Mais il doit sa célébrité aux œuvres futuristes qui ornent ses collines. Le futur de l'énergie éolienne québécoise se trouve sous nos yeux. Ici, plus de 100 éoliennes s'élèvent du sol, récoltant les brises et bourrasques du Cap-Chat. Une étrange créature les domine de sa hauteur. Son nom, Éole, d'après le dieu grec du vent. Sa hauteur de 110 mètres en fait la plus grande éolienne à axe vertical du monde. À plein régime, elle produit plus de 4 mégawatts, assez pour alimenter 800 foyers. Le voyage se poursuit vers l'est, à l'intérieur des terres. Les kilomètres de collines et de montagnes défilent. Le parc national de Gaspésie.
plus de 800 km² d'étendue sauvage protégée s'étend au centre de la péninsule. Créé en 1937, le parc protège la nature de l'ambition vorace des industries minières et forestières. Les 140 km de sentiers du parc sont ouverts toute l'année. Ils attirent des visiteurs du monde entier. Ces reliefs sont uniques. Les monts Chic-Choc, un des contreforts des Appalaches, rencontrent ici les monts McGarrigle. Ces plateaux rocheux étaient encore plus hauts, avant qu'une ère glaciaire n'en vienne à bout. Les pics se dressent encore fièrement dans le ciel. Ils hébergent un écosystème unique, un mélange de forêts boréales, de flore arctique alpine et de paysages de toundra. Nous retournons vers la côte, sur les routes sinueuses qui contournent le parc. Un voyage en Gaspésie, c'est un pèlerinage pour les motards et les amoureux du volant. La route 132, ou route des navigateurs, fait le tour de la péninsule. C'est la plus longue route du Québec. Elle part de l'État de New York pour finir sa course au Nouveau-Brunswick. Un périple d'anthologie qui offre aux voyageurs une expérience brute des espaces d'Amérique du Nord. Un parcours teinté de solitude, d'immensité et d'éloquence. Un bref retour à la civilisation s'impose, après avoir longé la côte. Les falaises du Mont Saint-Pierre, célèbres pour leur hauteur, accrochent le regard. Ce petit village isolé est entré un jour dans l'histoire. Saint-Yvon, aujourd'hui appelé Cloridorme, n'abrite que quelques centaines de personnes. Il y a plus de 60 ans, elle entra dans l'histoire lorsqu'elle devint le théâtre des premiers affrontements de la Seconde Guerre mondiale sur le sol canadien. Entre 1942 et septembre 1943, des douzaines de bateaux furent attaqués par les U-boats allemands qui hantaient les eaux canadiennes. Une des torpilles allemandes frappa Saint-Yvon.
Cette époque reste à jamais gravée dans la mémoire de Fabien Sinette. Je me rappelle bien de ceux qui surveillaient le cap des Rosiers en septembre 1942. Ils ont coulé 2 navires ce jour-là. Un navire de la marine marchande britannique et un navire marchand hollandais. Les survivants sont tombés dans l'eau glacée. L'eau est très froide en septembre. Les pêcheurs du village ont réussi à ramener une partie des survivants à terre. Ils les ont étendus dans un champ et des camions sont venus de Gaspé pour les prendre en charge. Les gens disent toujours que les premières victimes de la Seconde Guerre mondiale ont été enregistrées à Dieppe en août 1942, mais les sous-marins allemands ont coulé ces navires en mai 1942. C'est ici que les Canadiens ont subi les premières pertes de la guerre mondiale. Depuis la ville de Gaspé, Sinette assiste incrédule à l'arrivée des premiers rescapés après la première série d'attaques. Les survivants des 2 naufrages du Cap des Rosiers sont arrivés à Gaspé et j'étais là, je les ai vus. J'avais 10 ans à l'époque. Je revenais de l'école. J'ai vu les camions de l'armée passer et je me suis dit, il se passe quelque chose. Fabien sait que ces attaques auraient pu être bien plus meurtrières. En ville, la peur de la guerre était omniprésente. Les gens avaient peur que les sous-marins arrivent à 2 ou 3 dans la baie de Gaspé. Ils auraient pu envahir la ville. Des montagnes de verdure du parc national de Gaspésie, aux falaises abruptes du littoral, au bord du fleuve Saint-Laurent. Les paysages de la péninsule offrent une foule de possibilités. Le littoral est jalonné de strates rocheuses, le témoin d'un passé géologique mouvementé. Comme les pages d'un livre, elles font la chronique des temps anciens. Les roches de Gaspésie datent du Dévonien, une période qui remonte à 400 millions d'années. La péninsule est l'un des maillons d'une chaîne de montagnes partiellement découverte, s'étirant sur 2 continents. Les Appalaches partent de l'Alabama, traversent la Gaspésie, ressurgissent à Terre-Neuve et finissent leur course au loin, en Écosse et en Norvège. Au nord-est, sur les plateaux qui dominent la côte, on trouve un autre chapitre de l'énergie éolienne québécoise. Le parc d'Anse-à-Valo est un projet de 164 millions de dollars. 67 éoliennes conçues et assemblées à Matane. Leurs pales font 77 mètres de diamètre. Elles exécutent entre 10 et 20 rotations par minute pour produire plus de 100 mégawatts d'énergie. Au loin, des villages éparses mènent au parc national Forillon, à la pointe de la péninsule. Nous sommes à 250 km du point de départ, mais il reste du chemin à parcourir. La taille de cette langue de terre est prodigieuse. La péninsule gaspésienne fait plus de 30 000 km², soit l'équivalent de la Belgique. Ses 100 000 habitants éparpillés çà et là le long de ses côtes. Sur cette pointe s'élève un des bâtiments les plus symboliques de la péninsule. Le phare du Cap des Rosiers est le plus grand du Canada. Daniel Sinette est à la tête de l'équipe qui entretient ce site classé. On est au Cap des Rosiers, sur la côte est du Canada.
Le phare est sur la partie nord de la côte de Gaspésie, à 45 km de Gaspé, aux portes du parc Forillon. Le phare du Cap des Rosiers a été construit en 1857. Il y avait beaucoup de naufrages et les marins avaient besoin qu'on les guide. La tour mesure 112 pieds de haut. Elle a des fondations de 8 pieds, un espace dans lequel on stockait l'huile de poisson pour alimenter la flamme. Les murs font 7 pieds 3 pouces d'épaisseur à la base du phare et 3 pieds 3 pouces au sommet. Le cœur du bâtiment est fait de graphite. La façade fut d'abord faite en bois, puis en briques rouges. En 1984, on a rénové le bâtiment avec du marbre blanc du Massachusetts. Cette partie de la côte fut particulièrement meurtrière pour les marins. Son relief explique en partie sa dangerosité. Le dernier naufrage fut celui du Carrick en 1847. C'était un navire d'immigrants irlandais, les ancêtres de la plupart des familles irlandaises du Cap des Rosiers, comme les Kavanagh. Au cours des décennies, le phare est devenu le symbole des marins et des habitants du Cap. Le phare représente beaucoup pour notre village. C'est un site historique qui a accueilli plus de 7500 visiteurs l'année dernière. C'est beaucoup pour nous. Cela représente 7 emplois en pleine saison. Pour les Gaspésiens, c'est un symbole omniprésent. Un journal s'est intitulé en son hommage. Les articles en parlent régulièrement. C'est un symbole très important pour la Gaspésie, en particulier pour les habitants du Cap des Rosiers. Le parc national de Forillon apparaît enfin à l'horizon. Avec ses 250 km², c'est le premier parc national qui voit le jour au Québec. Il compte 10 formations géologiques différentes, une faune avicole riche et une flore arctique alpine variée. Au loin, un bateau prend le large à la recherche de remous en surface, trahissant la présence d'un mystérieux visiteur. La chance lui sourit. Sous la surface, le plus grand mammifère marin connu nage paisiblement, la baleine bleue. Elle peut mesurer jusqu'à 100 pieds de long, pour un poids de plus de 200 tonnes.
Ses poumons peuvent contenir 5000 litres d'air. Elle peut passer une demi-heure sous l'eau pour ensuite remonter à la surface. Le jet d'eau qu'elle projette peut dépasser les 30 pieds. Cet animal continue de fasciner la communauté scientifique. Elle peut vivre 100 ans et ses chants mélodieux lui permettent de communiquer à des milliers de kilomètres de distance. Des chantiers navals du golfe du Saint-Laurent aux merveilles du parc national Forillon. Notre périple aérien s'étire sur 250 km de côte à travers la péninsule. Notre voyage au nord-ouest s'achève. Le mot Gaspé, originaire du Micmac, signifie la fin de la terre. Au Cap Gaspé, une pointe de 6 km, le terme prend tout son sens. Le phare du Cap Gaspé marque la fin de cette terre. Un avant-poste fut construit en 1873. La tour octogonale de 42 pieds du phare fut rajoutée dans les années 1950. Cette avancée rocheuse abrite la baie dans laquelle la ville de Gaspé s'est établie. Fondée par Jacques Cartier lors de son arrivée en Nouvelle-France, elle compte 14 000 habitants. Le 24 juillet 1534, Cartier planta une croix de bois au nom du roi François Ier, portant l'inscription « Vive le roi de France ». Au-delà du Cap Gaspé, les contours de la Gaspésie mènent vers le sud-est. Quelques baies abritent des îlots de population le long d'un littoral sauvage. La péninsule, à l'instar du Québec, est majoritairement francophone. Quelques enclaves anglaises perdurent, héritage du XVIIIe siècle, à l'époque des loyalistes anglais et de la Révolution. Douglastown est l'un de ces villages.
Son nom à lui seul témoigne de sa culture irlandaise qui rayonne à travers toute la région. Une influence qui prend corps à travers la littérature, la musique et les paysages. La musicienne Mary-Lise Trudel s'est établie à Douglastown pour découvrir la richesse de ses traditions musicales. Je joue du violon depuis près de 20 ans. Je viens de la région de Montréal. J'ai appris la musique classique et je me suis intéressée à la musique traditionnelle. C'est un nouveau monde qui s'ouvre aux musiciens quand ils découvrent que la musique traditionnelle vient de la côte est du Canada. Marie était professeure dans une école publique. Elle découvre avec surprise la vivacité de la culture irlandaise locale. Quand j'ai emménagé ici, je ne connaissais pas la culture irlandaise. J'ai découvert que les gens qui vivent ici descendent directement des premiers immigrants irlandais, ceux qui sont arrivés en Gaspésie. Toutes les rues de Douglastown ont un nom irlandais. On sent battre le cœur de l'Irlande ici. Pour Mary-Lise, la musique de Douglastown et la côte Est ne peuvent être séparées. C'est une grande famille pour moi. Creuser dans les méandres de cette tradition, c'est ouvrir autant de portes, s'enrichir, gonfler son répertoire musical. Nous continuons vers le sud-est, laissant les montagnes du parc Forillon derrière nous, pour découvrir d'autres paysages. Les falaises qui accompagnaient le Saint-Laurent se sont lentement effacées. Le front de mer prend un tout autre aspect loin de l'estuaire. Ce littoral chaotique est l'une des destinations côtières les plus prisées du Canada. Voici le Rocher Percé. Tel un navire fendant les flots, il se dresse fièrement, à quelques mètres de la ville qui lui donne son nom. Ce monument géologique devient célèbre en 1604, lorsque Samuel de Champlain s'en inspire pour baptiser la ville de Percé. Un trou de 30 mètres de diamètre traverse ce roc, témoin direct de la puissance des vagues et des marées.
Percé est un port de pêche séculaire. Aujourd'hui, il n'héberge plus que 3000 habitants. Les pêcheries ont lentement été remplacées par le tourisme, au fur et à mesure que la ville s'éveillait aux yeux d'un monde de curieux. Construite sur une côte aux accents acérés, la ville est surplombée par le mont Sainte-Anne. À partir de Percé, le littoral marque l'entrée de la baie des Chaleurs. C'est le rocher Percé qui attire à lui seul des visiteurs depuis des siècles. Ce monolithe de calcaire fait 450 mètres de long, 90 mètres de large et 85 mètres de haut. C'est l'une des arches naturelles les plus grandes du monde. Il fut un temps où le rocher Percé possédait 4 arches, maintenant disparues sous les coups de l'érosion marine et du climat. L'arche restante devrait s'effondrer dans 400 ans. En réalité, le rocher Percé perd 300 tonnes de pierre chaque année. D'après les scientifiques, il lui reste 16 000 ans à vivre. Entre les riches terres du Bas-Saint-Laurent, les falaises vertigineuses du Cap Gaspé, la péninsule gaspésienne est une merveille de la nature. Elle marque l'est du continent nord-américain. Le rocher célèbre de la ville de Percé n'est pas le seul à drainer des milliers de visiteurs chaque année. L'île Bonaventure est le plus célèbre sanctuaire ornithologique de la région. Elle abrite la plus grande communauté de footbassons du monde. Soit plus de 120 000 oiseaux. Située à 3,5 km de la côte, l'île Bonaventure, à l'instar du rocher Percé, forme l'un des plus beaux parcs nationaux du Québec.
La réserve couvre près de 6 km² de littoral. Les derniers habitants de l'île Bonaventure sont partis dans les années 1970, alors que la pêche à la morue touchait à sa fin. On trouve encore les restes de leurs habitations sur l'île. Au sud-ouest, le phare de Cap d'Espoir marque la fin de la région de Percé. Construit en 1939, cette tour de 14 mètres de haut est encore en service pour guider ceux qui empruntent ces eaux. Nous arrivons au village de Grande-Rivière. Malgré ses 3000 habitants, c'est un centre régional de renom. Posté à l'entrée même de la baie des Chaleurs, c'est un passage incontournable. Nous remontons à l'intérieur des terres, sur le bassin versant immense de la rivière Estigouche qui s'étale sous nos yeux. Ce cours d'eau de 200 km marque la frontière entre le Québec et le Nouveau-Brunswick. Au bout d'une des plus belles entrées maritimes du monde, un estuaire de 25 km de long, la baie des Chaleurs. Jacques Cartier crut que ces eaux étaient chaudes en voyant des nappes de brouillard parcourir sa surface. Il lui donna ce nom singulier. Pour nos ancêtres explorateurs ou les aventuriers des temps modernes, la péninsule gaspésienne est une terre de légende. Enserrée par le Saint-Laurent et découpée par la baie des Chaleurs, c'est un patrimoine géographique d'exception, doublé d'une culture incomparable. Un endroit où l'on est fier d'être Canadien.